c'est vraiment fondamental. Le deuxième, ça va être pour ouvrir ses chakras. C'est-à-dire qu'en fait, on va se donner la possibilité d'avoir des bonnes surprises et de s'acculturer à ce qui est nouveau en le touchant, en le testant, en l'essayant. Et la troisième, c'est qu'on va tester pour comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Donc voilà, il ne faut jamais perdre de vue pourquoi est-ce qu'on teste. Le deuxième point qui me paraît fondamental, c'est qu'il faut mettre en place une démarche expérimentale sérieuse. Finalement, faire une expérimentation, c'est comme être un chimiste, pour revenir aux bases, c'est comme être un chimiste face à ses tubes à essai. Il faut définir des hypothèses, comprendre le contexte de l'expérimentation, donc son état zéro, faire un protocole de test, avoir des indicateurs à suivre, etc., etc. Troisième point fondamental que je ne répéterai jamais assez, il faut évaluer, évaluer, évaluer. L'évaluation, c'est l'étape cruciale pour moi, c'est la plus complexe. Mais si vous n'évaluez pas correctement, vous ne faites pas de l'expérimentation, vous faites du marketing territorial. C'est intéressant, mais ce n'est pas la même chose. Quatrième point que j'aimerais vous souligner, c'est qu'il faut penser au passage à l'échelle. Passer d'une expérimentation réussie au déploiement à grande échelle, ce n'est pas du tout automatique et il faut y penser, faut penser très tôt à comment est-ce qu'on va transformer l'essai s'il est concluant. Et ça, évidemment, on fait une expérimentation pour que derrière, ça se déploie à plus grande échelle la plupart du temps. Cinquième point fondamental, l'expérimentation ne coûte pas forcément très cher au vu des enjeux, mais elle nécessite des compétences importantes. Et avoir accès à une ingénierie d'expérimentation ou de projet ou d'évaluation, ça peut s'avérer un point bloquant, notamment pour certains territoires. Donc c'est un vrai sujet aussi auquel il faut réfléchir à des façons de mutualiser, de se mettre à plusieurs, de s'appuyer sur l'existant, de capitaliser entre les territoires pour avoir accès à cette ingénierie, à ces compétences. Et le dernier point qui va me permettre de conclure ce propos liminaire, c'est le point fondamental, qu'on va venir impliquer les citoyens, dont je viens de parler, et les utilisateurs de la ville, et il faut le faire d'une manière vraiment sérieuse. Donc en fait, expérimenter, c'est faire confiance à l'intelligence des utilisateurs de la ville, et c'est les impliquer à tous les niveaux. Analyser leurs usages sans juger de leur légitimité, leur demander leur avis, leurs besoins, avec une grande attention. Parce que finalement, le temps, l'énergie et la matière grise que vous donnent les citoyens quand ils participent à un processus expérimental, c'est un bien extrêmement précieux. Et la participation citoyenne, ça ne doit pas être une case sur une to-do list, parce que voilà, on nous a dit qu'il fallait faire la participation citoyenne, mais ça doit vraiment être vu comme un vrai changement de paradigme et de les remettre vraiment au cœur du processus. Voilà, je m'arrête là pour cette petite introduction. Merci beaucoup, Alban. Alors, ça nous fait penser en t'écoutant qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes quand on expérimente, on s'expose à échouer quand on expérimente. En plus, on met en relation des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de beaucoup se parler entre le triptyque que tu as énoncé et ça fait penser une bonne transition pour Maître Ortega. Mais alors, est-ce que tout ça, est-ce qu'on sait le cadrer? Comment on fait, y compris juridiquement et contractuellement? Merci Antoine, merci Alban. Alors, avant de parler du comment, et évidemment on va en parler, c'est-à-dire comment on expérimente au plan juridique, je voudrais quand même resituer un peu la question de l'expérimentation et de sa définition juridique. Alban a donné une très bonne définition de l'expérimentation dans les sciences sociales. L'expérimentation dans les sciences expérimentales, on la pratique au quotidien avec les vaccins sur le Covid. J'entendais encore ce matin au journal qu'il y avait des essais faits pour couvrir les variants. Bon, l'expérimentation, elle va de soi. En matière juridique, elle ne va pas de soi. Et je voudrais vous dire pourquoi. Peut-être pour atténuer un peu le sentiment de déception que vous pouvez très souvent avoir sur le droit en disant « oui, mais c'est le droit qui est bloquant, on n'y arrive pas, etc. » Donc, je voudrais un peu défendre ma matière. Ça fait 25 ans que je suis avocat, mes cheveux en attestent. Et donc, on arrive malgré tout à faire des choses en expérimentant. Mais le droit n'est pas la science sociale qui, le plus naturellement, va vers l'expérimentation. Et je voudrais vous dire pourquoi en quelques minutes. Alors, ce pourquoi, il a une racine historique très profonde chez nous, qui vient de la conception française de la loi depuis la Révolution française. Donc, ce n'est pas un phénomène qui date d'hier et essayer de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce phénomène, évidemment, n'est pas facile. Je voudrais vous dire que depuis la Révolution, la loi, elle est considérée comme l'expression de la souveraineté populaire. C'est l'outil qui garantit l'égalité entre les citoyens. Et ce faisant, la loi, elle a une place un peu sacrée dans notre dispositif juridique. Je suis tombé il y a quelques mois sur une lecture de Condorcet qui citait Platon, donc le révolutionnaire qui cite le philosophe antique pour dire
Les bonnes lois sont celles que le citoyen aime plus que la vie. Et quand il disait ça, il renvoyait à Socrate, qui a accepté la loi et sa condamnation et qui a bu la coupe. Et donc, on a en France une conception très forte de la loi. La loi, c'est l'expression d'une vérité. Et par ailleurs, il se trouve que depuis la Troisième République, ce phénomène a été renforcé par le fait que la loi, c'était l'apanage du Parlement, qui était l'institution centrale de l'époque. Et de tout ça, il nous reste quelque chose aujourd'hui dans notre dispositif. Et donc, on est dans ce contexte-là. Face à ce contexte, néanmoins, je voudrais vous dire, avant qu'on rentre dans les solutions opérationnelles tout à l'heure, ce qui me permet de faire un peu de teasing, qu'on voit émerger de l'expérimentation, y compris en France. Il y a donc ce cadre-là. Alors, c'est un phénomène assez récent de perte du modèle légicentrique que nous avions. La légitimité de la loi, aujourd'hui, elle ne repose plus seulement sur sa raison d'être, l'expression de la volonté générale, et sur sa source, le Parlement, mais aussi sur des concepts qu'on pourrait dénommer l'effectivité et l'efficacité. Alors, cette perte du modèle légicentrique, elle s'explique par deux causes principales. D'abord, ces notions d'effectivité et d'efficacité sont assez courantes en droit anglais et américain. Ils n'ont pas notre culte de la loi, et eux travaillent depuis longtemps sur ces questions-là. Et ça a débouché chez eux sur les sujets d'évaluation et d'expérimentation. Ce qu'a dit Alban sur l'évaluation, effectivement, aujourd'hui, on évalue, on expérimente. En France, par rapport à la loi, évaluer une loi qui est perçue comme la souveraineté, l'expression de la souveraineté générale, c'est pas facile. Ça veut dire qu'on peut dire qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne. Donc, ça ne va pas de soi. Deuxième cause de modification de la position française, de nuance, c'est que le droit, il a besoin de suivre aussi les innovations techniques et sociétales. On dit toujours, et on reproche toujours au droit d'être en retard. Mais c'est vrai qu'il est en retard et c'est normal. Le droit, il est là pour cristalliser à un moment donné un consensus social. Donc, il faut que le consensus existe. Pour qu'il existe, il faut un peu de temps. Et donc, le droit n'a pas vocation à devancer les innovations techniques ou les innovations sociétales. Il est là pour les formaliser à un moment donné où on arrive à un point d'équilibre. Voilà pourquoi on a ce phénomène-là. Pour autant, je voudrais vous dire, pour terminer ce tout petit point de resituation historique, qu'on pratique l'expérimentation en France depuis assez longtemps, mais c'est très méconnu et pourtant sur des sujets importants. Un exemple d'expérimentation, dans les années 62-64, le gouvernement de l'époque avait, par des actes réglementaires, des décrets pour dire les choses, organisé une manière de tester la nouvelle organisation des régions. En 62, les régions n'existaient pas en tant que collectivité territoriale. Et donc, il y a eu un premier mouvement d'expérimentation au niveau de la déconcentration au travers des préfets dans les régions. Enfin, un deuxième exemple qui risque de beaucoup vous surprendre, mais la loi sur l'interruption volontaire de grossesse de 1975, c'est une expérimentation. La loi n'a été votée que pour 5 ans et le Parlement a décidé dans la loi de 1975 qu'au bout de 5 ans, il revoterait pour décider si la loi a été reconduite, modifiée ou pas. C'est ce qui a été fait en 1979. Mais voilà un exemple très fort d'expérimentation, de tests, d'évaluation et de suites qui ont été donnés. Voilà ce que je voulais dire à ce stade sur le contexte français général de l'expérimentation, ce qui vous permettra de comprendre ensuite pourquoi le cadre et les processus de mise en œuvre sont encore assez serrés et assez restrictifs aujourd'hui, même si ils vont s'élargissant. Voilà. Le double mouvement, c'est un cadre serré, mais un mouvement de facilitation de l'expérimentation. Alors, merci Maître. Donc, je crois que vous avez sous le coude pas mal d'exemples assez opérationnels d'outils juridiques de mise en œuvre. Et puis, je sais que vous êtes plusieurs à vous poser la question dans la salle de la question du droit à la dérogation. Parce que je crois qu'on va encore plus loin que cette acceptation d'une loi qui s'évalue, enfin d'un système juridique qui s'évalue et qui accepte d'être remis en question par moment. On propose même aujourd'hui d'en déroger. Alors, ce serait intéressant de voir ce que ça signifie, parce que ça paraît bizarre comme ça. Et je sais que beaucoup de territoires se posent la question. Alors, en parlant de sortir du cadre, y compris du cadre
de la puissance publique et du cadre juridique traditionnel. Ça fait une bonne transition pour Jean Carinti, qui est cofondateur du tiers-lieu L'Ermitage. Alors déjà, tiers-lieu en soi, c'est un slogan, c'est un programme, et qui du coup incarne un peu ce mouvement de la société civile qui prend un peu les choses en main quand parfois ce n'est pas prévu dans le cadre des plans et des réglementations en vigueur. Alors comment ça se passe, Jean, quand on prend les choses en main? Bonjour Antoine, bonjour à toutes et tous. D'abord en liminaire, merci Alban et Olivier pour ces propos parce que c'est très inspirant pour une équipe comme la nôtre qui s'engage dans un territoire rural à imaginer en un lieu une démarche expérimentale et une démarche qui va interroger, un peu questionner, voire parfois un peu bousculer la puissance publique et qui effectivement pour reprendre le propos d'Olivier, n'est pas dans le cadre de la loi du tout pour le moment. Les tiers-lieux aujourd'hui n'ont pas de cadre légal de référence, il faut le dire. Ils ont un cadre culturel et historique assez récent, qui est celui des écosystèmes universitaires et d'innovation, et également de l'urbanisme temporaire. Donc on est dans quelque chose qui touche quand même à un certain nombre de sujets sensibles aujourd'hui en ce qui concerne la puissance publique, dans la ville, comme dans les campagnes. L'Ermitage est en fait un rendez-vous qu'ont pris les gens avec un foncier. La question du foncier et de la loi est importante. On en parlera peut-être, notamment sur les questions de dérogation. Mais qui avait 2 fois dans son histoire perdu une vocation et qui se trouve confronté à un avenir quasiment inexistant, puisqu'il était mis en vente et sans repreneur, et qu'un collectif de citoyens, d'individus sensibles aux questions d'expérimentation reprennent sans nécessairement demander l'autorisation. On est dans le droit privé, on est dans quelque chose qui relève de l'acquisition d'un foncier, donc on n'a pas d'autorisation formelle à demander. Par contre, on a un sujet qui est essentiel, qui est qu'à moyen terme, quand on a engagé un certain nombre d'actions, si notamment via un cadre légal qui est très important en ce moment, qui est la loi NOTRe, si on ne se lie pas aux acteurs territoriaux, aux acteurs publics, aux EPCI, on a une perte de perspective. Donc peut-être pour revenir sur le fondement d'un lieu comme l'Ermitage, vous êtes sur un domaine de 30 hectares, qui a été au départ un domaine agricole, comme il y en a des milliers en France, des dizaines de milliers, qui, après la Seconde Guerre mondiale, devient un hôpital. Comme beaucoup de ces lieux, il s'est transformé avec une vocation médico-sociale, qui était une nouvelle vocation, qui est un basculement déjà, et qui ensuite, dans les années 60, devient, en même temps que l'hôpital, une ONG de coopération et de solidarité internationale, et qui, fin de vocation au début des années 2015, est mis en vente. Et l'équipe qui l'a repris est quand même restée attachée à l'idée qu'un lieu comme celui-là devait trouver une nouvelle orientation, et c'est très très fortement engagé dans l'avenir de son territoire. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on est un lieu de liberté, un tiers-lieu est un lieu de liberté, un lieu qui se donne ses propres règles, un lieu qui peut être considéré comme hors norme, et en même temps un lieu qui cherche à rencontrer la norme et à rencontrer la puissance publique pour trouver avec elle des solutions aux problématiques qui se posent. Nous, les 4 thématiques sur lesquelles nous travaillons, vous allez voir qu'elles sont assez d'actualité. C'est la transition écologique. À l'Ermitage, nous avons une micro-ferme de 2 hectares qui est un outil expérimental. On pourra réévoquer avec Alban les enjeux d'évaluation, mais dans l'agriculture aujourd'hui, expérimenter, c'est quelque part donner une perspective au modèle agricole qui est en fin de cycle. On a également des bâtiments qui sont des bâtiments qui ne sont absolument pas adaptés au XXIe siècle et à ces nouvelles normes de consommation d'énergie. Donc, on est dans la transition énergétique. On a également des enjeux autour de la technologie, du rapport entre le territoire isolé et la souveraineté numérique. Donc, le numérique est important et l'insertion par le numérique est importante à l'Ermitage. On a un centre de formation, on appelle ça un hackerspace, un espace où des gens peuvent apprendre des nouveaux métiers au travers du numérique. Et on est également lié au territoire par la question de l'insertion. Et puis le dernier aspect qui est très important, c'est le vivre ensemble. On sait qu'en milieu rural, dans les territoires confrontés à une relégation, la question du vivre ensemble, la question de l'encadrement des activités collectives et la question du sens qu'on donne aux liens peut se poser. Et les tiers-lieux proposent une réponse collective à ces questions. Voilà. Sans être beaucoup plus long, moi je conclurai en disant qu'un lieu comme l'Ermitage est fondamentalement un lieu d'expérimentation, dans la mesure où, même si nous savons pourquoi nous le faisons, nous savons dans quelle perspective nous allons, nous avons un certain nombre d'actions à mener sans avoir du tout la certitude non seulement de réussir,
Ça, c'est important parce que le droit à l'échec, je crois qu'il y avait un commentaire qui disait que les élus n'aiment pas l'échec. Effectivement, les élus sont quand même mandataires et ils sont mandataires avec des fonds publics. Donc, l'échec n'est pas forcément quelque chose d'évident pour eux. Les tiers-lieux peuvent être des espaces dans lesquels on peut, entre guillemets, construire une relation à l'expérimentation qui est directement liée à la société civile et qui est peut-être plus gérable socialement. Et moi, je conclue vraiment sur l'expérience qu'on a menée depuis 3 ans, qui était au départ considérée par nos élus locaux comme très intellectuelle. Vous reprenez un lieu de 30 hectares, vous n'avez pas de modèle économique, vous êtes une bande de zozos, hein, que vous considérez comme tel. C'est un petit EPCI dans lequel on a 17 000 habitants. Hein. Et puis, 3 ans après, ils commencent à y croire et ils commencent à se projeter dans le lieu et à se projeter dans des partenariats. Donc, quelque part, c'est aussi ça l'expérimentation. Et l'enjeu des tiers-lieux, on en aura peut-être 25 à 30 000 en France à la fin de la décennie, c'est de trouver un nouveau cadre. J'ai un fonctionnaire de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui disait, on a eu, après, Olivier parlait de la place de la Révolution française, dans les territoires ruraux, la Révolution française, c'est les communes, c'est les mairies, c'est ensuite les écoles, la Troisième République. Peut-être que les tiers-lieux construiront un avenir collectif en République pour les territoires. Je pense qu'il faut rester sur cette dernière phrase, Jean, pour donner l'énergie pour la suite des échanges. Merci à vous trois pour cette première étape. Alors, on a effectivement des questions qui arrivent déjà dans le chat. Alors, la première que tu viens de mentionner, Jean, que je vous retransmets, qui est de Guilain au CGDD, qui nous dit effectivement qu'il arrive qu'une expérimentation ne marche pas, c'est le principe, et que ça frustre profondément les élus, ça les met peut-être même en difficulté, et ça les rend frileux par la suite. Alors du coup, ça fait pour moi que ça pose question à vous trois, hein. Jean, tu as commencé. Alors pour commencer, Alban, toi dans ton expérience, j'imagine que c'est arrivé, comment vous gériez cette manière d'embarquer les élus dans l'expérimentation, de les protéger peut-être de certains types d'échecs? Comment vous gériez ce risque à l'échec? Alors en fait, c'est une question fondamentale et ce n'est pas les entrepreneurs qui ont peur de l'échec. En effet, c'est souvent plutôt les élus ou les investisseurs. Et c'est normal parce que en fait, c'est eux qui mettent en partie l'argent. Alors, je vais répondre de différentes manières à cette question qui est vraiment hyper importante. La première, c'est le discours que vous avez vis-à-vis de vos élus. Dès le départ, il faut dire qu'on va se tromper. C'est le principe même de l'expérimentation. Si on a 80 à 100% de réussite, c'est qu'on ne fait pas de l'expérimentation. En fait, on est allé chercher des trucs sur étagère. On n'a pris aucun risque, on n'est pas vraiment allé chercher des choses nouvelles. Parce que sinon, si on était allé chercher des choses nouvelles, on ne serait pas à 100% de réussite. Donc, si on a 100% de réussite, c'est qu'on n'a pas fait de l'expérimentation, c'est qu'on n'est pas allé chercher, on n'a pas fait de l'innovation. Moi, le ratio que je me mettais quand j'étais à l'Urban Lab, c'était plutôt d'avoir entre 50 et 75% de réussite. C'était plutôt ça, pour être sûr que justement, il y ait des projets et pour être sûr que quand on avait des projets un peu, on puisse aller chercher des projets un petit peu bizarres, un petit peu border, où il y avait de grandes chances qu'on se loupe. Mais c'était le jeu. Et il faut dire dès le départ qu'il faut se tromper. C'est parce que c'est là qu'on va apprendre le plus. Et donc, la manière, en fait, de gérer aussi ce discours-là, donc c'est dès le départ dire on va se tromper, mais aussi valoriser l'échec à la fin du processus. Et la manière de valoriser l'échec, c'est via l'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend beaucoup plus des erreurs qui ont été commises et des difficultés qu'on a eues et des choses sur les projets sur lesquels on s'est bien planté. Et donc, du coup, on peut avoir une vraie valorisation de l'échec en mettant en avant tout ce qu'on en a appris. Je pense qu'il faut aussi bien préciser que se tromper au moment où on fait de l'expérimentation, donc c'est-à-dire quand on a investi finalement assez peu d'argent, parce qu'on est encore au stade du prototype, parce qu'on n'a pas lancé d'industrialisation, et ben c'est le bon moment de se tromper. Parce que si on avait fait cette erreur-là au moment où on lançait les gros investissements, les gros achats, et ben là, ça aurait été un vrai échec. Alors que là, ce n'est pas vraiment un échec. C'est-à-dire que ça fait partie du processus d'invention. Je pense que pour répondre aussi à votre question, il y a un sujet autour de l'organisation, la manière dont on mène l'expérimentation. Alors, c'est une discussion que j'avais beaucoup eue avec la métropole de Lyon, par exemple. Ils font beaucoup d'expérimentation à la métropole de Lyon et eux, ils ont une organisation où c'est la métropole, les services de la métropole qui font les expérimentations. Et c'est vrai que pour eux, c'est un petit peu plus compliqué de gérer l'échec et ça leur amène des dérives qui sont assez néfastes parce que c'est eux, les services de la métropole, qui gèrent les expérimentations et qui les financent. Moi, j'avais un peu moins cette difficulté quand j'étais à l'Urban Lab. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je gérais une équipe qui était
indépendante, entre guillemets, pas tout à fait parce qu'on était payé en partie par la ville de Paris, mais on était une fonction, on était une équipe indépendante, on ne faisait pas partie des services de la ville. Et du coup, ça nous donnait une certaine liberté de choix de projet et de ton qui était finalement assez bénéfique quand on fait face à l'échec. Donc, ça peut être aussi une question d'organisation. Il n'y a pas d'organisation idéale pour faire de l'expérimentation. Il y a plein de façons de faire de l'expérimentation. Mais en tout cas, sur ce point précis de gérer l'échec et gérer le discours de l'échec vis-à-vis des élus, ça peut être une façon un peu plus facile de faire accepter l'échec. Mais la meilleure façon, c'est le discours au départ et la façon dont vous allez présenter l'évaluation et présenter ces échecs, qui ne sont pas des échecs en fait. Merci. Alors, Maître Ortega, on devine aussi que derrière, il peut y avoir une autre inquiétude, qui est le risque très juridique, très contractuel cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui pour se protéger par rapport à ce risque expérimental? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de prendre ce risque et de le couvrir en partie, de le gérer? Alors, il y a deux manières de faire de l'expérimentation en droit. Il y a une manière que je qualifierais de low-tech, c'est-à-dire sans avoir besoin de modifier le droit. À droit constant, on peut faire de l'expérimentation. Ça, c'est évidemment ce qui est le plus tentant, parce que c'est facile, c'est à portée de main, avec des limites. Et puis, il y a la deuxième technique de luxe qui consiste à déroger à la loi. Et là, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation dérogation. Ça va beaucoup plus loin, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Alors, je ne sais pas par laquelle des deux vous voulez qu'on commence. On parle de low-tech. Alors, le low-tech. Le low-tech, c'est une manière de faire de l'expérimentation à droit constant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de modifier la règle de droit en tant que telle. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Un mot sur la méthode, un mot sur les outils. Sur les méthodes, deux situations différentes. La première situation, ça consiste à utiliser des cadres, des outils juridiques anciens pour des finalités autres que celles qui en ont suscité la création à l'origine. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait très, très couramment en ingénierie juridique. Je vous donne une illustration concrète. Vous travaillez sur un quartier durable, vous décidez de mettre en place un réseau intelligent de production de chaleur et ou de froid, et plutôt que de le faire à l'ancienne, où chaque immeuble avait sa chaufferie au premier sous-sol, vous dites on va mutualiser tout ça. Quel est l'outil juridique qui va permettre d'organiser cette mutualisation? Aujourd'hui, on a un très vieil outil qui s'appelle l'association syndicale de propriétaires, que vous connaissez sous le nom d'ASL, Association syndicale libre, ou d'AFUL, qui est un outil qui date, qui a produit des souvenirs contrastés d'ailleurs, mais qu'on peut très bien réutiliser. Et aujourd'hui, la plupart des smart grids qui se développent utilisent ce vieil outil-là. Pour faire ça, on n'a besoin de rien, si ce n'est d'organiser de manière moderne et un peu innovante ce vieil outil. Voilà un premier exemple de droit constant reconfiguré. Deuxième exemple, cette fois-ci, c'est du droit constant, mais avec une interprétation que je vais appeler constructive des zones grises de la règle de droit. Et ça, c'est ce qu'on appelle les techniques de droit souple, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas la règle en tant que telle, on modifie la manière dont elle est utilisée, interprétée. Et pour ces techniques de droit souple, on a des outils aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le premier outil qu'on a vu apparaître, qui commence à dater un peu maintenant, hein, c'est aux Pays-Bas avec ce qu'on appelle les Green Deals. Les Green Deals, c'était une manière différente d'organiser la pratique administrative. C'est-à-dire que c'est des porteurs de projets qui disaient « voilà mon projet, voilà à quoi je me heurte, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Donc, c'est allé assez loin parce qu'il y a eu une organisation dédiée à ça, etc. Et en France, on a transposé cette initiative. Originalement, ça s'appelait les engagements pour une croissance verte, donc c'était après la loi de 2015. Puis, il y a 2 ans maintenant, on a créé les contrats de transition écologique. Et aujourd'hui, ces contrats de transition écologique sont réorganisés depuis 2020 dans la catégorie plus vaste, c'est vrai, hein, des contrats territoriaux de relance et de transition écologique, les CRTE, dont il sera probablement question à un moment donné de la journée. Et ces CRTE peuvent très bien permettre, puisqu'ils sont multipartites, d'intégrer dans une contractualisation souple. Là, il n'y a pas de texte à changer. On signe un contrat, une contractualisation avec l'État, avec les opérateurs de l'État, avec les collectivités
concernés, avec des opérateurs privés qui sont intéressés. Je vous donne une illustration. Vous décidez de promouvoir de la surélévation sur des bâtiments existants. Aujourd'hui, on a une difficulté liée, par exemple, à la réglementation incendie applicable à la partie d'étage de la cage d'escalier qui va être ajoutée pour desservir la partie surélevée. Comment on fait? Là, on peut déjà avoir une première approche qui consiste à réfléchir à la norme applicable. Est-ce que c'est la même norme que tout ce qui est en dessous ou pas? Ce qui peut être bloquant pour le projet. Ça peut typiquement se faire dans une contractualisation avec le CSTB, l'État et l'administration, évidemment, pour réfléchir à cette technique. Donc, les techniques de droit souple aujourd'hui permettent de faire de l'expérimentation low-tech assez facilement, finalement. Ça me paraît d'abord très, très clair. N'hésitez pas hein, sur le chat les territoires qui vous sentez concernés. Alors, je vous ai d'ailleurs titillé sur le chat pour ceux qui représentent des territoires, parce que moi, quand j'écoute Maître Ortega, je suis convaincu. Et en même temps, je travaille quand même beaucoup avec les territoires et je sais que souvent la difficulté, c'est que les services juridiques sur les territoires ne sont pas forcément préparés à tout ce qui vient d'être proposé parce qu'on est souvent bien occupé par ailleurs avec les marchés conventionnels et qu'on a peur de sortir de ces pratiques. Est-ce que ça fait écho sur les territoires? Est-ce que certains d'entre vous sont un peu convaincus de ce qu'a dit Maître Ortega, ont essayé de le tester? Est-ce que ça se passe bien avec vos services juridiques? Est-ce que c'est difficile? Je vous propose de soit prendre la parole tout de suite, soit de commencer à l'indiquer sur le chat et puis on y revient. Voilà. Comment vous le vivez vraiment dans vos services aujourd'hui? Parce qu'il y a la théorie puis il y a la pratique du quotidien. Alors du coup, en attendant que les gens rebondissent, mettez sur le chat une petite indication et je vous passe la parole juste après. Je vois que ça rebondit sur le teasing qui n'a pas été porté au bout, Maître Ortega, sur le régime dérogatoire. On a Jacques Noël qui rebondit et qui aimerait bien en savoir plus. Alors oui, il existe un régime de l'expérimentation dérogation, c'est-à-dire que cette fois-ci, on n'est plus à droit constant. On demande à écarter une règle de droit qui existe. Et évidemment, c'est un peu plus compliqué. Alors, aujourd'hui, on a un cadre juridique qui est assez fixé sur cette question. J'ai appelé ça la dérogation luxe parce qu'il a fallu quand même, en 2003, qu'on modifie la Constitution. Donc là, en termes d'outils juridiques, on peut difficilement faire plus élevé dans la hiérarchie des normes. Donc, on a rajouté à l'article 72 de la Constitution un droit à la dérogation. Et on a été obligé de rajouter cet alinéa-là parce qu'il avait été envisagé à un moment donné que l'Assemblée corse puisse elle-même adopter des textes à valeur de loi, ce que le Conseil constitutionnel avait censuré, parce que ça contrevenait au principe d'égalité sur le territoire français. Donc aujourd'hui, l'article 72 crée un cadre. Cet article 72, il a été traduit par des dispositions législatives de nature organique dans le Code général des collectivités territoriales. Et il dit quel est le cadre. Alors, il y a deux types de dérogations possibles. On peut déroger d'abord à la loi ou on peut déroger au règlement. Le règlement, c'est décret, arrêté et tout ce qui est normes prises par le gouvernement et pas par le Parlement. Alors, pour la dérogation à la loi, on est là dans le sujet le plus difficile à manier et des expérimentations, pour dire les choses franchement, il n'y en aura pas tous les 4 matins. C'est-à-dire que là, il faut qu'il y ait une loi qui autorise l'expérimentation par une dérogation limitée en général dans le temps et en général dans l'espace et souvent dans les deux, à l'issue de quoi il y a une évaluation et une position est prise sur maintien et généralisation, parce qu'on est toujours dans cette idée de principe d'égalité, ou bien abandon, ou bien prolongation mais limitée. Le Conseil constitutionnel n'aime pas bien l'idée qu'on fasse une dérogation puis qu'on la prolonge, c'est-à-dire qu'on l'étende sans jamais statuer clairement. Donc, on a ce système-là. Ce système-là, il est réservé à des questions difficiles et les plus ambitieuses. Aujourd'hui, c'est un système qui est assez lourd à mettre en place. Alors, la semaine dernière, un projet de loi a été adopté par le Parlement, qui est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel, pour simplifier le processus. Je ne pense pas qu'il le simplifie vraiment, il fixe un peu mieux les étapes du processus, qui doit décider de quoi, à quel moment, le rôle des collectivités locales,
c'est très bien, mais ça reste une dérogation à la loi, donc une dérogation de dernier niveau, pas si facile. Juste en dessous, il y a une dérogation plus simple, qui est la dérogation au règlement. C'est-à-dire que vous avez dans l'ensemble des normes françaises des règles de nature dites réglementaires, c'est-à-dire des décrets, des arrêtés de niveau ministériel ou interministériel. Là, la dérogation aussi est possible. Depuis 2003, on peut déroger à ces textes-là. Et la dérogation, elle est accordée par une norme du même niveau de celle à laquelle on peut déroger. Donc, si vous voulez déroger à l'arrêté sur la sécurité incendie, eh bien, il faut que vous ayez un arrêté du ministre en question qui vous autorise à déroger. Donc là, à nouveau, on a besoin d'une autorisation préalable qui permet de se lancer dans cette expérimentation-là. Donc, ce cadre-là, vous voyez, il est assez lourd, et c'est pour ça qu'il ne connaît pas un grand développement en termes quantitatifs, parce que ça suppose d'être autorisé au préalable, et c'est la raison pour laquelle moi je vous ai parlé plus volontiers de la dérogation low-tech, qui est celle que moi je pratique sur pas mal de dossiers et de sujets où il y a de l'innovation juridique, parce qu'on l'a sous notre main. Après, il y a des cas où il va falloir y aller. Sur l'autoconsommation électrique, par exemple, il y a des demandes de dérogation qui ont été formulées il y a quelques années. Elles n'ont pas donné lieu à une dérogation, mais la loi a été modifiée pour aller dans le sens de ce qui était demandé. Donc, la demande de dérogation, c'est aussi un signal pour les pouvoirs publics d'une demande sociale, d'une demande d'évolution du cadre qui peut pousser. Donc, c'est du lobbying bien compris au soutien de projets d'innovation. Merci beaucoup. Alors, je pense on a pas mal de contenu là à internaliser sur les possibles et on a, je pense, bien compris que même si des gestes étaient faits pour faciliter une forme d'expérimentation sur le plan juridique, ça restait quelque chose qu'il fallait aborder avec raison et donc bien dimensionner sa réponse, bien dimensionner sa démarche, avec plutôt un jeu sur le droit existant et les subtilités de ce droit, ce que vous avez appelé de démarche constructive. Aussi, c'est tricher. Là, l'idée, c'est vraiment de plutôt tricher pour aller de l'avant tous ensemble. Et puis, le cas dérogatoire, alors c'est vrai qu'on attendait tous un peu comme le Messie, il faut se le dire, parce qu'on sait que sur l'expérimentation territoriale, on est confronté à beaucoup de freins sur plein de plans, mais notamment sur le plan juridique. Mais ce qu'on entend là, c'est que c'est un dispositif qui existe, c'est une possibilité, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça résolve tous nos problèmes. Ce n'est pas encore le Graal. Voilà. Non, et peut-être une petite précision qui est que cette difficulté à expérimenter, elle n'est pas que liée au cadre juridique. J'ai dit que le cadre juridique, il était assez exigeant pour déroger à la loi notamment, mais il faut bien comprendre que comme ça a été dit et par Alban et par Jean, l'expérimentation, c'est pendant une durée, on essaye quelque chose, à la fin de cette durée, on regarde ce que ça a donné et on jauge plutôt les effets de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Ce qui veut dire qu'elle a par nature, par construction, une durée temporaire. Le problème, c'est qu'il y a des expérimentations qui se prêtent mal au caractère temporaire. Quand vous expérimentez l'application d'une nouvelle norme sur un bâtiment, ce n'est pas la même chose que si vous expérimentez un nouveau service. Un nouveau service, vous pouvez l'arrêter au bout de 5 ans, si c'est la durée de l'expérimentation, sans trop de difficultés. Votre dérogation sur le bâtiment, pour reprendre mon exemple de ma norme incendie dans la cage d'escalier de l'étage surélevé, au bout de 5 ans, si on dit finalement ce n'est pas une bonne idée, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a construit la surélévation, elle est là, la cage d'escalier, elle est là, avec une norme différente. On ne peut pas dire on remet aux normes, ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que l'expérimentation, elle n'est pas si facile à manipuler et qu'on déroge assez peu à des règles fortes, parce que quand on est sur de l'immobilier notamment, sur de quelque chose qui est corporel, le corporel, il continue à exister au-delà. Voilà, donc ce n'est pas que le droit qui n'est pas simple. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a dérogé et qu'on a le jugement, qu'est-ce qu'on fait de la dérogation, du produit de la dérogation? Alors justement, pour élargir un peu du sujet purement juridique et légal, alors il y a une question qui a trait à la notion d'évaluation sur laquelle on va revenir. Elle est importante, je l'ai bien en tête. Juste avant, peut-être, je rebondis vers toi, Jean.
Parce que, au fond, quand on voit ce que vous avez accompli à l'Ermitage, vous avez innové et expérimenté au-delà du cadre juridique sur aussi la question de l'organisation, alors qui se traduit en des termes contractuels et juridiques, mais comme l'a un peu présenté Maître Ortega sur le cadre bâti, ça dépasse la simple interprétation des textes et l'usage des textes. Vous avez comment ça marche quand on crée un tiers-lieu comme ça, qu'on a des dizaines d'entrepreneurs qui ont des vocations différentes, qui ont des objectifs, des finalités différentes, des métiers différents. On a des agriculteurs, on a des gens qui sont des artisans, des gens de l'économie sociale et solidaire. C'est compliqué d'un point de vue organisationnel. Comment on crée une structure qui fait tout ça? Alors, on ne la crée pas de fait. C'est vraiment une question qui rentre dans la profondeur la plus, je dirais, la plus fine de ce qu'on fait. Donc, je vais essayer de répondre en quelques instants. Mais il y a quelque chose de culturel qui préfigure un projet comme celui-là et qui est une vision fondamentalement, je dirais, positive de la capacité à expérimenter en en assumant collectivement le risque. Et pour être très concret, oui, entre des agriculteurs, et notamment pour faire un clin d'œil à Olivier sur la question du droit rural, entre des agriculteurs qui ont clairement un cadre très très favorable à la production et un collectif qui s'est doté d'un outil qui est une propriété, il y a un conflit. Il peut y avoir un conflit aujourd'hui, qui est celui du fermage. Comment on règle ça? En expérimentant collectivement à travers moi, j'irais plutôt dans le sens du low-tech, c'est-à-dire qu'on trouve des solutions à droit constant en s'organisant, et notamment le droit des sociétés nous permet d'imaginer des choses intéressantes. Ça, c'est pour la relation entre la terre, l'agriculture, la production, qui est quand même fondamentale aujourd'hui, et le tiers-lieu. Mais collectivement, en fait, on a imaginé dès le départ une société coopérative d'intérêt collectif, comme un outil. Par contre, cette société, elle ne peut devenir effective que quand le sociétariat s'est constitué. Or, ce sociétariat met plusieurs années à se constituer et il est encadré aujourd'hui par deux structures. Une société civile immobilière, qui est un outil qui n'est pas très élaboré du point de vue du droit, notamment en matière collective, parce qu'il est quand même c'est une société civile. Et notamment, je pourrais y revenir plus longuement, mais une société civile permet difficilement de développer un projet de développement. C'est pas fait pour. C'est un outil fondamentalement immobilier. À côté de ça, vous avez une association, loi 1901, qui a été très importante. Nous avons défini à l'Ermitage le concept de préfiguration. Et nous avons créé une association, loi 1901, qui s'appelait Association de préfiguration du projet Ermitage et qui avait la vocation à se dissoudre quand le projet aurait suffisamment formalisé de sociétariat pour basculer vers une société coopérative d'intérêt collectif. Alors, dans les faits, et c'est là où l'expérimentation est intéressante dans les tiers-lieux, dans les faits, ça a été un peu plus compliqué. Mais ce qui a aussi beaucoup, et je le redis parce que c'est important, ce qui a été beaucoup significatif, c'est la manière dont nous avons constitué au départ un référentiel de valeurs. Comme on dit, les valeurs, c'est au-dessus de tout. Et ça nous a permis, dans la période, je dirais, et encore dans laquelle on est aujourd'hui, de structuration du projet, qui est une période vraiment, je qualifierais d'instable, d'avoir un collectif qui tenait et qui a réussi au quotidien construire des solutions aux problèmes qui se posaient. Mais on a un excellent gérant, de notre structure. Et donc, pour résumer, on a une société civile immobilière qui bascule en SIC. On a une association loi 1901 qui était une association de préfiguration et qui a basculé en association d'intérêt général qui a vocation à expérimenter. Ça s'appelle Ermitage Expérimentation sur le site. Et on a également une dizaine d'entrepreneurs. Et oui, nous ne sommes pas certains que nous arrivions sur un domaine de 30 hectares à stabiliser rapidement un modèle économique. Nous nous étions donné 5 ans. Nous sommes à 3 ans et demi. Et finalement, nous avons beaucoup avancé, mais encore beaucoup d'incertitudes. Et c'est là où, finalement, l'expérimentation peut se faire avec les partenaires territoriaux. Et là où les collectivités, petit à petit, rentrent dans le jeu, c'est que finalement, l'Ermitage devient un commun, petit à petit. Et moi, je crois qu'on peut aujourd'hui considérer les tiers-lieux comme des outils. Par contre, la notion de commun est très difficile à faire partager aujourd'hui. Je vois Olivier qui réagit parce que c'est un concept qui est beaucoup considéré comme opposé à la propriété privée, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et notamment, nous avons 21 hectares de forêt. Nous sommes le premier propriétaire forestier de l'Oise à définir un commun forestier comme outil de résolution du problème que constitue la transition climatique de cette forêt. Parce qu'en fait, la forêt a une fonction économique qui est mise très en avant, mais sa fonction écologique et sociale sont souvent mal comprises, opposées.
Et nous avons fait de la forêt un commun. C'est un premier exemple, mais l'ensemble du site est un commun. Et petit à petit, je terminerai là-dessus, petit à petit, la commune se saisit en fait du lieu. Et au départ, on avait du mal à considérer que l'acquisition était collective et que la commune en était un des partenaires. Petit à petit, le maire, la communauté de communes finissent par dire en fait l'Ermitage c'est nous. Et c'est là où on a gagné, parce que moi, je n'avais pas l'intention d'acheter ce domaine pour en faire un projet pour quelques-uns. L'objectif d'un tiers-lieu, c'est d'être un outil qui va de l'intérêt collectif vers l'intérêt général. Et c'est l'organisation collective, elle est quand même essentielle dans la mesure où pendant toute la période où on formalise, on a intérêt à être d'une très haute sensibilité à la gouvernance. Là, Merci beaucoup, Jean. Je pense que c'était un point qui préoccupe beaucoup de gens aussi hein, sur les territoires. Au fond, je vais revenir à cette question de l'évaluation qui a été posée tout au début, je vais vous redire par qui d'ailleurs, par Carole du CGDD qui nous demandait peut-on également tester des méthodes d'évaluation sur un projet et si oui, comment on fait si on s'est trompé sur la manière d'évaluer parce que, alors c'est un peu une mise en abîme, hein, on a dit qu'il fallait tester, il fallait évaluer l'expérimentation, mais il faut aussi expérimenter l'évaluation, bah oui, parce que force est de constater que dans beaucoup de sujets, il n'y a pas de cadre de référence. Il y a beaucoup de normes hein, aujourd'hui sur l'évaluation du développement durable des projets urbains, les normes ISO, des normes des Nations Unies. Force est de constater que ce n'est pas toujours évident de trouver le bon cadre. Alors, Alban, qu'est-ce que tu répondrais à Carole? Comment on fait pour évaluer correctement et peut-être changer en cours de route? Alors oui, il faut aussi tester l'évaluation. Donc oui, il y a une mise en abîme, mais ce n'est pas évident. Pour vous donner l'exemple de ce qu'on a fait à l'Urban Lab, donc l'Urban Lab, c'est une équipe qui a maintenant 12 ans de métier, donc qui a un peu de bouteille. Et elle a eu d'abord toute une étape où plusieurs années où elle a fait l'évaluation un peu comme elle pouvait, où surtout elle a mis en place l'implémentation de ces expérimentations, de la méthode plutôt de mise en œuvre, d'idéation et de mise en œuvre sur le terrain. Et puis après, on est passé à la réflexion autour de l'évaluation. Et on a abouti à une méthode d'évaluation qui est aujourd'hui solide, mais qui a nécessité elle-même beaucoup d'essais et énormément d'erreurs. Donc en gros, on a dû mener à peu près 3 exercices complets d'évaluation sur 3 programmes d'une quinzaine de projets chacun avant d'arriver à quelque chose qui commençait à être solide. Je peux vous dire que le rendu du premier exercice a été un petit peu douloureux parce que on n'était pas au niveau, clairement. Et c'est normal. Donc, notamment parce qu'aussi, il n'y avait pas beaucoup de bonnes pratiques disponibles. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais c'est normal aussi de tomber et d'apprendre en marchant sur cette réflexion autour de l'expérimentation, de l'évaluation, pardon. Aussi parce que, comme vous dites, il y a plein de façons différentes, de sujets différents sur lesquels on peut expérimenter. Et donc, il n'y a pas de bonne recette. Et puis aussi, il faut garder en tête qu'il faut être pragmatique, qu'il y a des choses qui ne sont pas anticipées et qui sont intéressantes, qui vont arriver en cours de route. C'est un peu la base de l'expérimentation. Et il faut pouvoir se laisser un peu de marge de manœuvre. Bon, cela étant dit, je pense que maintenant, avec le retour d'expérience de beaucoup de territoires qui ont expérimenté, je pense qu'en se disant on met 2 niveaux d'expérimentation. Nous, c'est ce qu'on avait fait à l'Urban Lab après pas mal de réflexions. Voilà un peu le retour d'expérience que je peux vous faire de ce qu'on a réfléchi sur l'expérimentation. Nous, on mettait en place 2 niveaux d'expérimentation. Un premier niveau qui était vraiment porté par le pourvoyeur de solutions, le porteur de projet, et qui était souvent une évaluation très liée, très technique, entre guillemets. Technique pouvant être technique juridique, technique sociale, technique scientifique. Ou alors, on allait avoir, je vous donne un exemple, on teste un nouveau camion, par exemple, pour faire la logistique. On allait avoir des critères de suivi très techniques. Par exemple, on teste un nouveau groupe froid sur un camion de livraison pour pouvoir livrer la nuit sans que ça fasse trop de bruit. Et ben, on allait mesurer, le porteur de projet allait mesurer la quantité de son qui allait en sortir, avoir vraiment des critères très techniques sur son camion, sur son domaine d'expertise. Et c'était lui qui portait cette évaluation. Alors évidemment, il y a un petit problème de neutralité, mais on va dire sur les aspects très liés au projet et à la technicité du projet, c'est toujours mieux que ce soit le spécialiste, le porteur de projet qui traite ce projet-là. En tout cas, c'était notre façon de voir les choses. Et à ça, on a ajouté ce qu'on appelait une évaluation 2e niveau, qui était une évaluation beaucoup plus large
porté par des spécialistes externes, donc pas par le porteur de projet, même pas par nous qui accompagnions le projet parce que nous-mêmes on n'était pas neutres, mais par des prestataires extérieurs, des consultants. Et en gros, on mettait notre objectif avec cette évaluation de deuxième niveau, c'était de regarder ce qui marchait bien en termes à la fois d'efficacité, donc quelles étaient les performances et la valeur ajoutée de la solution. En gros, est-ce que la solution répondait aux objectifs initiaux qu'elle s'était posés. Le deuxième, c'est la faisabilité. Est-ce que les conditions nécessaires à la réussite du projet, est-ce que c'est complexe à mettre en œuvre ou est-ce que ça nécessite, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de ressources en maintenance, en mise en œuvre, etc. Donc, on essayait de regarder ça. Donc, ça, c'était plutôt des interrogations qu'on avait avec, à la fois avec le porteur de projet, mais aussi avec le territoire sur lequel on venait positionner ce projet. Et enfin, dernier niveau d'évaluation, on regardait la durabilité. En gros, quel était le potentiel de réplicabilité, de scalabilité, les perspectives à long terme, le modèle économique, etc. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas évidentes à évaluer, mais au moins, on essaye de se poser la question, d'y réfléchir collectivement et avec des ressources extérieures qui vont avoir un regard externe. Donc, quand vous regardez déjà tout ça et que vous avez ces deux niveaux-là, vous êtes déjà pas mal. Ça permet de faire déjà beaucoup de choses. Alors, si on s'évalue, c'est parce qu'on aimerait bien voir les effets de ce qu'on met en œuvre, les effets peut-être à long terme pour peut-être décider de continuer ou de transformer avant de continuer. Ça fait écho à une question que nous pose Chantal sur le chat. Alors, je sais qu'elle va te faire plaisir, Alban. Enfin, elle nous fait plaisir à tous parce que c'est bien sûr notre question phare. Et du coup, je vais vous l'adresser à tous les trois dans l'ordre parce que je pense que vous avez chacun un éclairage à apporter. Qui est, donc question de Chantal, comment se prépare ce fameux changement d'échelle, cette mise en œuvre des résultats de l'expérimentation, comment on crante, comment on transforme l'essai et on ne fait pas que expérimenter pour le plaisir de l'expérimentation. Alors, ça vous intéresse tous les trois avec chacun votre prisme. Tu viens de parler, Alban, mais allez, peut-être tu es encore sur les starting blocks, vas-y. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire de passage à l'échelle? Est-ce que tu as beaucoup d'expérimentations qui ont réussi? C'est pas grave quand on n'a pas au bout, mais est-ce qu'il y en a certaines qui ont abouti à des mises en œuvre, à des déploiements? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé? Avec ton micro. Oui, pardon. Heureusement, oui, il y en a qui ont marché et qui ont essaimé. Sinon, ça serait un peu dommage. C'est une question hyper importante et pour être franche avec vous, je pense que c'est un petit peu un angle mort aujourd'hui des réflexions autour de l'expérimentation. Et c'est un peu normal parce qu'il y a, on va dire, dans un processus de conception, il y a 4 grandes étapes. Hein. Il y a l'idéation, on trouve l'idée, le prototypage, on crée physiquement l'idée qu'on a eue. On expérimente, donc la preuve de concept en conditions réelles. Et ensuite, on change d'échelle, on industrialise. Ce que moi, j'appelle l'industrialisation parce que je trouve que ça marche bien. Et c'est vrai pour un service, pour un produit, ce n'est pas qu'un truc technique. C'est-à-dire que le changement d'échelle, c'est ça, c'est passer à quelque chose qui est à l'échelle industrielle. Cette partie d'industrialisation, comment est-ce qu'on passe de l'expérimentation à l'industrialisation, qui n'est plus l'expérimentation en fait, c'est un autre métier. C'est aujourd'hui, moi, ma perspective, c'est que c'est un peu un angle mort de ce qu'on sait faire. C'est-à-dire comment est-ce qu'une fois qu'on a montré que ça marchait bien, qu'on a montré aussi quelles étaient voilà, un petit peu les dérives ou les trucs qu'il fallait changer, qu'on a potentiellement fait évoluer la solution avec tout ce qu'on a appris de l'expérimentation, c'est un peu l'objectif, comment est-ce qu'on passe à quelque chose de massif? Et passer à quelque chose de massif, c'est à la fois au niveau de l'entrepreneur, comment est-ce que lui, il arrive à dégager, à aller chercher l'argent pour industrialiser, pour complètement changer d'échelle. Eh ben, c'est pas la même logique. Hein. Quand vous faites un prototype, un projet pilote, bah, ça va vous demander une certaine capacité financière. Quand vous lancez une chaîne de production, vous voulez massivement développer votre produit, c'est autre chose. C'est un autre risque, c'est une autre façon de s'organiser. Et de l'autre côté, côté acheteur, donc par exemple une collectivité, vous avez testé quelque chose qui vous a beaucoup plu, super résultat, etc. Comment est-ce que je passe un marché? Comment est-ce que je passe un marché qui correspond à ce que j'ai vu? Comment est-ce que je passe un marché sans être border par rapport au code des marchés publics, sans pouvoir me faire attaquer parce que distorsion de concurrence, parce qu'il y a eu une expérimentation avant? C'est des vraies questions que toutes les collectivités se posent. Et en même temps, comment est-ce que j'évite j'ai testé un super truc ou j'ai testé quelque chose qui n'a pas du tout marché? Comment est-ce que je m'assure que tout ce que j'ai appris s'intègre dans les marchés que je vais écrire? Donc, comment est-ce que je m'assure que
tout ce que j'ai appris, qui a été plutôt suivi par une équipe d'un service technique ou par un service transverse sur l'innovation, se diffuse dans les services techniques ou les services d'achat qui écrivent les marchés. Ça, c'est fondamental et aujourd'hui, c'est pas encore, de mon expérience, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on crée du lien entre ces mondes et c'est ça qui va permettre d'assurer des changements d'échelle. C'est-à-dire, il y a plein de bons exemples, de choses qui ont marché, mais je vous le cache pas, à chaque fois, c'est soit des coups de bol, soit c'est assez laborieux. Donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'on industrialise finalement le changement d'échelle? Je pense que c'est encore aujourd'hui une question très ouverte. Je serais très heureuse d'avoir la perspective d'Olivier et de Jean là-dessus. Mais de ma perspective, il y a encore un peu à travailler là-dessus. Je sens qu'Olivier était prêt à répondre parce qu'effectivement, on se demande un peu comment ça fonctionne, surtout dans le cadre d'un territoire et d'un lien avec la puissance publique et du coup du code des marchés publics. Comment ça se passe quand quelqu'un investit en amont et puis derrière peut-être sort un marché? Comment on gère cet aspect classique du respect des droits de la concurrence et du code des marchés publics? Est-ce qu'il y a des solutions pour ça, Maître Ortega? Alors oui, je vais aller sur cet élément-là. Il y avait deux points clés dans ce qu'a dit Alban. Le premier, c'était sur le process et l'évolution du process qui au début est un peu en entonnoir et puis après l'entonnoir s'inverse puisqu'il s'élargit au moment de l'industrialisation. Le droit aussi, c'est faire ça et Jean a donné une très bonne piste tout à l'heure. Il a utilisé un mot que je trouve clé qui est celui de la préfiguration. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé dès le départ de fixer le cadre juridique final. Il faut au contraire réfléchir à un cadre juridique le plus souple possible pour se lancer. Et puis au fur et à mesure qu'on y voit clair, qu'on rentre dans l'entonnoir d'Alban et qu'on est prêt à passer du prototype au déploiement, là, il faut changer d'outil. Et donc aujourd'hui, des outils souples, on en a. Jean a donné la réponse. Une association de la loi 1901, c'est parfait. On n'a pas besoin d'avoir tous les membres présents dès le départ. C'est une forme de contrat, en réalité, une association. C'est très léger, il n'y a pas de commissaire aux comptes. Enfin, c'est très facile et ça sert vraiment à ça. Et ensuite, si on est content du projet, si on se dit c'est la bonne méthode, vous pouvez faire une coopérative, vous pouvez faire une société civile, peu importe. C'est à ce moment-là qu'il faudra se poser les questions. Donc, le droit, c'est aussi un outil qui peut très bien être souple et avoir la même plasticité que le projet dans le temps. Premier élément de réponse. Il ne faut pas vouloir fixer dès le départ, au début de l'expérimentation, le cadre juridique final. C'est une bêtise. On expérimente aussi le cadre juridique. Alors, sur le sujet de la commande publique, oui, il y a une difficulté de principe qui est que les collectivités publiques, les collectivités locales, sont tenues de mettre en concurrence. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut soit réfléchir aux exceptions à la mise en concurrence. Je dois avouer que je suis assez réservé sur ces cas-là, parce que les cas sont très réduits. Ça marche, hein, mais les cas sont très réduits. Il faut vraiment être ou dans de la pure recherche et développement, ou dans de l'innovation vraiment très, très forte, qui n'est pas si fréquente que ça dans les critères du Code de la commande publique. En revanche, il y a une autre approche que moi je trouve très efficace et qui est celle que j'essaye de pratiquer avec mes clients, qui est que la collectivité ne réfléchisse plus et ne fixe plus le cadre de sa mise en concurrence de façon prescriptive. Je veux acheter un potager urbain qui réponde à telle définition avec un cahier des clauses techniques particulières qui fixe l'emplacement du type de semence qu'on va mettre où, comment on va l'entretenir, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où la collectivité, par hypothèse, connaît la solution avant, la prescrit et l'entreprise répond sur cette base-là. On peut avoir une approche différente, qui est une approche performantielle, fonctionnelle, dans laquelle l'acheteur public dit ce qu'il veut obtenir comme résultat. Et il laisse les candidats libres des méthodes. Donc, le candidat qui a fait une expérimentation et qui a trouvé un schéma, et ça peut être aussi bien un produit qu'un service, qu'un mode d'organisation. L'innovation, elle est très large. Il ne faut pas penser que c'est juste j'ai inventé un nouveau produit breveté et donc j'échappe à la mise en concurrence. Ça, c'est la solution la plus réduite possible. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à des solutions larges. C'est de dire, moi, je sais vous produire de la biodiversité sur un espace d'une surface d'environ tant de mètres carrés. Mettez en concurrence là-dessus pour demander aux candidats de vous proposer les méthodes et les solutions qui vont vous permettre d'arriver à ce résultat-là. Ça permet de développer
le produit qui est issu de l'expérimentation, de le proposer à une collectivité locale dans un cadre de mise en concurrence qui ne sera pas sujet à discussion et qui respecte les droits aussi de propriété intellectuelle de celui qui a fait tout le boulot. Voilà. Ça permet d'y arriver. Alors, pour être tout à fait honnête, les services juridiques sont peu habitués à cette approche-là qui est finalement assez récente. Donc, il faut au début vaincre une petite réticence parce que ça n'est pas passé un marché comme d'habitude, c'est vrai, mais ça permet d'arriver à des solutions innovantes. On ne peut pas, il faut quand même se mettre dans la tête, on ne peut pas passer un marché standard pour une solution qui n'est pas standard puisqu'elle a été expérimentée. Donc, à un moment donné, il faut accepter que l'outil ait aussi les caractéristiques de ce que l'on veut acheter. Merci. Alors du coup, Jean, tu étais un petit peu aussi identifié dans ces premiers éléments de réponse, puisqu'au fond, un tiers-lieu, c'est déjà un peu un passage à l'échelle. Alors certes, ça préfigure plus grand, mais vous êtes déjà un peu à l'échelle 1, parce que vous êtes déjà, vous êtes déjà les deux pieds, les deux mains dedans. Néanmoins, vous êtes un petit espace au sein d'un grand territoire. Et je sais que dans ta vision, tu disais peut-être demain, il y aura 25 ou 30 000 tiers-lieux en France. C'est peut-être un début de révolution. Du coup, toi, je vois que tu as déjà en tête une notion de passage à l'échelle. Comment un tiers-lieu, ça pourrait faciliter ce passage à l'échelle, en quoi vous venez à la fois sur le plan juridique, on l'a évoqué tout à l'heure, parce que vous êtes un lieu sous seing privé, un peu particulier, et donc vous avez peut-être un peu plus de liberté d'agir, et en même temps vous êtes à une échelle importante au regard de la taille de la collectivité. Comment un tiers-lieu, d'après toi, quel est le rôle d'un tiers-lieu, d'après toi, pour le passage à l'échelle? Alors, il y a quelque chose d'important dans les politiques publiques en ce qui concerne les tiers-lieux, qui sont certes récentes mais ambitieuses, c'est ce qu'on appelle les fabriques de territoire. Nous, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est porté dans la suite de ce qu'on appelle la mission tiers-lieux, qui demandait à certains tiers-lieux de s'organiser collectivement ou de se positionner en tant que fabrique. Alors, j'invite tous les auditeurs à regarder ce que c'est qu'une fabrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un outil qui est en train de se définir comme un accélérateur de passage à l'échelle. Donc moi, sur le territoire, j'ai un mandat qui m'a été donné par la NCT et sous convention avec la préfecture de région. Et je ne cache pas que dans la reconnaissance de l'Ermitage comme tiers-lieu de territoire, ce n'est pas rien d'avoir ce mandat, parce que c'est un peu une carte de commissaire qu'on peut montrer, y compris au préfet de département avec lequel on commence à entretenir des liens, parce que cette politique commence à être perçue par les services de l'État en territoire, la collectivité également. Comment on va passer à l'échelle? En accompagnant d'autres territoires sur l'émergence des tiers-lieux. Et là, l'innovation juridique que nous avons pu déployer, elle est essentielle parce que, je vais vous donner un exemple, sur un foncier de 30 hectares dans le sud de l'Oise où un grand propriétaire privé met en vente et la collectivité, le foncier est quand même au centre de la commune en question, la collectivité s'interroge sur ce qui va se passer, compte tenu du fait que le PLU est quand même assez restrictif. L'expérience de l'Ermitage et de l'accompagnement, la méthodologie de fabrique qu'on a pu déployer est quand même très importante pour donner confiance à l'élu de tenter une préfiguration. Et là, en fait, on a des partenariats qui se mettent en place, notamment la Banque des territoires, qui est un partenaire important sur le financement des phases de préfiguration. Les départements commencent à se mettre un peu au travail, bien entendu la région. Et donc, ces politiques tiers-lieux vont s'appuyer sur l'expérience que nous portons et le réseau que constitue en Hauts-de-France la compagnie des tiers-lieux. Donc, il y a un référentiel qui commence à se mettre en place. C'est vrai que nous, dans le sud des Hauts-de-France, on a une expérience maintenant qui commence à s'inscrire un peu dans la durée. Et le passage à l'échelle, fondamentalement, c'est la capacité à répliquer dans des conditions de sécurité qui soient suffisamment significatives pour que les élus passent le cap, parce que, de toute façon, je le redis, des tiers-lieux devront garder une certaine autonomie, mais ne pourront évoluer que dans le cadre de conventions et de partenariats avec les collectivités. Pour faire un clin d'œil à Olivier, sur les marchés publics, c'est vrai qu'on est parfois confronté à des regards un peu écarquillés des acheteurs qui voient au même endroit, sur une adresse, 5, 10, 15 sociétés avec lesquelles ils vont être amenés à contracter au même numéro de l'adresse.
Donc, ils commencent à se dire, oh là là là, ça va pas, ça va pas. Il faudrait qu'on ait quelque chose de clair. On a dit, ce qui est clair, c'est que vous avez différentes structures dans un même lieu qui portent des mandats différents, mais en même temps, on n'est pas à l'abri d'une réflexion vraiment innovante sur la manière dont on contractualise, parce que parfois, les dirigeants sont les mêmes. Vous avez aussi dans la gouvernance quelque chose qui a amené à une certaine innovation. Et oui, la question de la relation à la collectivité publique. Donc, j'ai un peu basculé sur les marchés publics. Mais concrètement, le passage à l'échelle, Antoine, c'est vraiment là dans le cadre du programme Fabrique de territoire et dans le cadre des réseaux régionaux qu'on va pouvoir l'envisager, étant entendu qu'il y a des grosses appétences territoriales. Il y a beaucoup de collectifs citoyens qui cherchent à travers un foncier à construire une relation à la transition. Parce qu'on est quand même dans ces enjeux. Souvent, les tiers-lieux sont des lieux dans lesquels la transition se met en œuvre. Et moi, je crois beaucoup à l'impact, à l'évaluation de l'impact. On a dans le collectif des tiers-lieux une structure qui s'appelle le plateau urbain, qui est très connue dans le monde de l'immobilier temporaire. Vous le connaissez bien à Paris, Alban, à travers les grands voisins, puisque c'est quand même eux qui ont créé le possible dans l'immobilier temporaire et ont monté une structure coopérative autour de ça. Et eux, ils sont en train de mettre en place une plateforme d'évaluation d'impact des tiers-lieux. Et très sincèrement, on en attend de cette plateforme, on va l'utiliser, parce que nos élus aujourd'hui sont aussi en mesure de pouvoir répondre. Ils ne sont pas contre, hein. Souvent, ils sont très, très ouverts sur les tiers-lieux. Et nos élus vont probablement prendre les tiers-lieux comme un outil, un partenaire, dès lors qu'ils seront à peu près en mesure de pouvoir identifier à quoi ça sert. Et moi, je fais juste un dernier clin d'œil sur le contrat de transition, le contrat de relance et de transition. Nous, on est très, très, très sensible en tant que tiers-lieu à ce contrat. On le regarde de très près. Par contre, je le dis, ce n'est pas encore évident d'y intégrer les tiers-lieux. Ce n'est pas encore évident. Hein. C'est considéré comme quelque chose à la marge. Or, les tiers-lieux peuvent avoir un impact très important. On a notamment, nous, à l'intérieur, une société de conseil à l'Ermitage qui accompagne 25 agriculteurs sur un PSE, des paiements de services environnementaux. C'est à travers le lien au tiers-lieu que s'est mis en œuvre ce programme. C'est un exemple dans l'agriculture. Il y en a d'autres dans le bâtiment, notamment à travers des innovations dans le domaine de la lutte contre les émissions et la rénovation, etc. Enfin, il faut imaginer que les tiers-lieux sont un peu des labos en soi. Et sont des lieux qui se dotent d'une gouvernance qui permet d'être beaucoup plus agile et d'innover. Et ça, il faudra qu'on l'inscrive dans la durée. Moi, je dis 30 000 parce que je suis convaincu, vu la mobilisation citoyenne, qu'il va y avoir des besoins et des demandes et que les EPCI vont devoir se préparer, quoi. Antoine, je me permets juste de rebondir. J'ai relu la question de Chantal. Excuse-moi, juste pour une toute petite précision. En fait, utiliser l'expérimentation pour faire venir les futurs acheteurs, les élus, les services techniques, etc., sur site pour qu'ils puissent s'acculturer, qu'ils puissent voir. Faut envoyer des gens à l'Ermitage, et pas juste les élus. Alors, c'est très important les élus, mais c'est aussi les acheteurs, les services techniques, etc. Il faut les faire venir sur site pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent justement, et ce que disait aussi Olivier, qu'ils puissent réinscrire derrière ce que ça veut dire en termes d'achat et en termes d'achat plus massif. Donc, je pense que c'est hyper important, et Olivier aussi, Jean, le soulignait, d'utiliser aussi l'évaluation pour montrer la valeur ajoutée et montrer ce que ça amène en plus et que derrière, ça puisse se diffuser dans les achats. Donc, ça doit servir aussi à ça. Vous avez un espace où on peut montrer les choses, où les gens peuvent toucher. Il faut prendre du temps pour aller chercher les bonnes personnes et les amener sur site. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est vraiment de l'énergie qui est bien utilisée. Je suis obligé de rebondir et très très rapidement, Alban, parce que le premier vice-président de la communauté de communes, il a mis 3 ans, mais il a décidé de faire venir tous ses élus, tous ses services, tous les services des communes, et on commence à construire un programme de découverte et de visite. Donc oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et moi, j'aurais pas pu le faire à mon initiative, par contre, parce qu'on n'est pas élu. Par contre, la sienne, là, on est ravis, parce que c'est vrai que c'est par cette pédagogie, par le fait de toucher le lieu que se construit la confiance. Je vois qu'il y a Chantal qui est de l'ADREL des Hauts-de-France accessoirement, qui du coup s'exprime en disant que ça tombe bien parce qu'il y a plusieurs tiers-lieux en région et que c'est un bon vecteur. Donc je pense que du coup Chantal est la bienvenue à l'Ermitage, j'imagine, Jean, si elle veut passer. On arrive au terme de la séance, il est 11h15, on a eu des échanges extrêmement riches. Je ne veux pas forcément faire une synthèse de la synthèse parce que je pense que c'était extrêmement clair. Donc je voulais surtout remercier les 3 intervenants et vous remercier vous aussi les territoires qui aviez posé des questions et qui aviez soulevé ce grand chantier. Et je vous proposais 2 choses pour conclure. Une première chose, c'est que juste comme ça, via le chat, est-ce que vous êtes d'accord pour répondre
répondre à cette petite question qui s'adresse vraiment à tous les représentants de territoire. Est-ce que vous estimez qu'il y a un chantier autour de l'expérimentation qui vous touche? Et si oui, est-ce que vous aimeriez continuer les échanges sous une forme ou sur une autre ou sous une autre? Je vous propose de marquer oui dans le chat si vous vous sentez vraiment concerné, que vous voudriez poursuivre au-delà de cette séance. Rien d'engageant juridiquement ou contractuellement, rassurez-vous, mais on aimerait entendre l'importance de trouver des manières de poursuivre ce type de travaux. Donc, je vous laisse écrire des petits oui dans le chat à ceux qui le souhaitent. Combien d'entre vous sont inspirés et aimeraient aller plus loin dans ces questions dites d'expérimentation? Je ne sais pas si vous avez tous trouvé où est le chat d'ailleurs depuis le début de la séance. Il y a pas mal de gens qui sont en train de se déconnecter avant de vous déconnecter. Alors, il y en a qui me répondent de façon privée, non, ils répondent à tout le monde. Donc, on avait Isabelle qui dit oui. Voilà. Les 8 arrivent, je vais laisser les 8 arriver. Et donc, dernier petit exercice pendant que les 8 arrivent, qui est un peu sympa. Comme on ne s'est pas tous vus, on a vu uniquement les intervenants. Je vais vous proposer, pour ceux qui sont d'accord, d'allumer une petite seconde vos caméras. On va faire une petite mosaïque et on va faire un tout petit exercice collectif avant de partir. Voilà, je vous laisse allumer vos caméras tous. Alors notez d'ailleurs qu'on fait l'exercice sur toutes nos séances de limiter les consommations de bande passante parce que c'est aussi un impact environnemental et énergétique important. On se fait une petite entorse juste sur la fin. Voilà, on peut même retirer vos masques quand vous êtes seul dans vos salles, quand il n'y a personne autour de vous. Et du coup, quand tous ceux qui peuvent allumer leur caméra, certains sont connectés par téléphone peut-être, auront allumé vos caméras, je vais vous proposer de faire un petit exercice pour prendre la température de votre motivation sur cette question de l'expérimentation. Pour ça, je vais vous proposer de faire un petit geste bien visible à la caméra. Alors, si vous êtes, exactement, merci Olivier, si vous êtes extrêmement prêt, vous êtes sur les starting blocks, vous voulez aller plus loin sur cette question de l'expérimentation à mon top, je vous demanderai de lever les pouces. Voilà, comme ça, bien en vue sur la caméra. Si ça semble encore quelque chose pour vous d'un peu compliqué, l'expérimentation, et que vous posez des questions, vous n'êtes pas encore prêt, mais quand même, vous voulez creuser, je vous propose de vous tenir le menton parce que voilà, vous êtes un peu préoccupé, de manière bien claire, bien assumée. Et si vraiment pour vous, l'expérimentation, c'est quelque chose soit de complètement étranger et que vous n'êtes pas du tout rassuré, que vous pensez que ça va être terrible si vous le mettez en place sur votre territoire, je vous propose de vous arracher les cheveux comme ça. Voilà, ça c'est si vous êtes vraiment terrifié par l'expérimentation et que cette séance n'a pas suffi à vous rassurer. Donc à mon top, je vous propose donc les pouces, le menton qui est suspect, et puis les cheveux qui s'arrachent. Attention, vous êtes prêts à 3, 1, 2, 3. Alors, on a plein de pouces, quasiment que des pouces, et un seul visage inquiet que je ne dénoncerai pas, mais vous l'avez peut-être vu. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Vous aurez des nouvelles de nous au fur et à mesure. On va publier, d'ailleurs cette vidéo sera passée en replay. Si vous voulez la partager dans vos réseaux, vous aurez les liens. Et puis restez au forum, baladez-vous sur les espaces, engagez-vous sur l'arbre des engagements, naviguez, visitez. Il y a beaucoup de contenu, y compris des exemples d'expérimentation. Allez les chercher, je ne vous dis pas où ils sont, il faut les trouver. Et puis, à très bientôt. Il y a la table ronde qui commence dans 10 minutes pour ceux qui souhaitent la suivre. À très vite. Bonne journée à tous.